Bonjour et bienvenue sur La Voie de l'Être, l'émission qui vous invite à un voyage intérieur à la découverte de vous-même. Je suis Alex Béochat, psychopraticien, énergéticien et numérologue, et je suis heureux de vous accompagner dans cette exploration passionnante où nous allons apprendre à mieux nous connaître et à comprendre notre fonctionnement. Dans chaque épisode, nous aborderons des thématiques essentielles pour libérer nos blocages, retrouver notre vraie nature et nous réaliser pleinement. Ensemble, nous allons redécouvrir notre potentiel d'être énergétique et multidimensionnel et apprendre à travailler en harmonie avec l'univers et notre âme. Ce cheminement est une invitation à devenir acteur de nos vies, à nous épanouir dans notre authenticité et contribuer ainsi à faire tourner le monde un peu plus rond. Alors que vous soyez en quête de réponses, de sérénité ou simplement curieux d'en savoir plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Alors aujourd'hui on va parler d'un compagnon de route qu'on connaît et pourtant qu'on ne connaît pas si bien que ça, notre corps. On l'habite tous les jours, on l'utilise pour marcher, parler, bouger, créer, sentir, ressentir, et pourtant combien d'entre nous prennent vraiment le temps de l'écouter ? Pas juste quand il souffre le martyre, pas seulement quand il fatigue, mais vraiment l'écouter, comprendre ce qu'il nous dit, décrypter ses signaux, ses tensions, ses messages plus subtils. Parce qu'en réalité, notre corps ne parle pas au hasard. Il communique en permanence avec nous, avec le monde, avec notre inconscient. Il garde en mémoire nos émotions, nos blessures, nos histoires et parfois même celles de nos ancêtres. Alors dans cet épisode, on va explorer ensemble cette idée. Et si notre corps avait des choses à nous dire ? On va voir comment il fonctionne comme une interface entre l'intérieur et l'extérieur, comment il encode nos ressentis, nos vécus, nos héritages, et surtout comment apprendre à le décoder, à l'écouter sans interpréter trop vite, et à en faire un véritable allié. Allez, installez-vous confortablement, respirez et laissez votre corps vous souffler quelques vérités. On pourrait comparer notre corps à une voiture. C'est grâce à lui qu'on peut se déplacer, agir, toucher, ressentir, aller à la rencontre des autres. C'est lui en fait qui nous permet d'être en contact et qui nous permet d'interagir avec la matière, avec le monde, d'expérimenter. Il est un peu ce véhicule parfaitement conçu pour cette vie, celui qui nous porte, nous accueille et qui est en lien avec toutes les autres dimensions de notre être, le mental, les émotions, notre énergie, notre conscience. Alors souvent on va penser au corps plus comme un outil, un simple moyen de transport pour notre esprit, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. C'est un véritable partenaire, un coéquipier précieux, et il est loin d'être là par hasard. En fait, il est parfaitement adapté à ce que nous avons à exprimer ici, dans cette incarnation. Si on prend une image très concrète, dans la vie, en fait, on ne conduit pas tous le même véhicule. Alors, pas uniquement pour des raisons sociales ou financières, même si des fois c'est le cas, non, mais selon nos besoins. Par exemple, si vous avez 5 enfants, vous n'allez sans doute pas rouler à 2 dans un 2 places sport. Et si vous vivez dans une grande ville où se garer est un cauchemar, vous opterez sans doute plutôt pour une petite citadine qui est maniable et qui est plus facile à garer. En fait, le véhicule s'adapte à l'usage. Et bien pour notre corps, en fait, c'est pareil. Quand on prend le temps vraiment de l'observer, on se rend compte qu'il nous donne déjà plein d'informations sur nos potentiels, nos facilités, nos outils naturels. En fait, notre morphologie, c'est-à-dire la forme et la structure et les proportions de notre corps, ne sont pas là par hasard. Elles vont nous orienter, c'est un peu comme si elles nous soufflaient à l'oreille « Hey, regarde par ici, tu pourrais être à l'aise dans ce domaine ». Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est enfermé dans un rôle ou dans un sport ou dans une carrière par rapport à notre morphologie, mais il y a des zones de facilité, des chemins qui vont être plus fluides et que notre corps peut nous aider à identifier. On est tous différents si on regarde autour de soi. Il y a des gens avec une ossature fine, d'autres avec une ossature beaucoup plus large, plus lourde, et ça en fait on ne peut pas la changer l'ossature. Vous aurez beau passer des années en salle de sport, pareil, si votre base est fine, vos muscles resteront plus longs et dessinés, alors qu'une personne avec une morphologie plus compacte va prendre du volume beaucoup plus rapidement. Et c'est ok, en fait, c'est ni mieux ni moins bien. Le corps que vous avez, c'est exactement celui dont vous avez besoin pour traverser cette vie. Alors au lieu de passer notre temps à nous comparer, à courir après le corps idéal des magazines, qui, rappelons-nous, change à peu près tous les 10 ans, pourquoi ne pas prendre le temps de voir les atouts de votre véhicule corporel ? Alors, quelques exemples concrets.
Par exemple, si vous avez des longs doigts fins, bien sûr, vous ne serez pas obligé de devenir pianiste ou chirurgien, heureusement, parce que c'est peut-être pas votre choix, mais vous aurez très probablement une facilité naturelle pour tout ce qui demande de la précision, de la finesse dans les gestes, de la dextérité. Imaginez que vous réparez une montre ou faire même de la microsculpture, ce sera clairement plus simple avec des doigts longs et agiles qu'avec des mains épaisses et trapues. A l'inverse, par contre, une main large avec une paume un peu carrée va donner beaucoup plus de puissance dans l'appréhension, plus de force. Les femmes, si on observe de façon générale aussi, ont le bassin plus large. Et c'est pas juste un critère esthétique pour faire joli avec les robes. En fait, c'est un atout physiologique qui est conçu pour accueillir une grossesse et faciliter l'accouchement. En gros, la forme suit un petit peu la fonction. Et en sport, c'est encore plus flagrant. Si vous regardez les coureurs de fond, en général, ils ont une morphologie plutôt longiligne, des muscles fins et longs, un bassin plutôt étroit qui va favoriser la foulée. Tandis que les lutteurs ou les rugbymen, ils vont avoir un gabarit plutôt trapu, plus musclé, plus ancré, parce que dans le sport qu'ils pratiquent, c'est nécessaire d'être bien ancré dans le sol. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut choisir un sport en fonction de sa morphologie, ou qu'on est condamné à ne pas faire certains sports qui nous attirent parce qu'on n'a pas la morphologie type, parce qu'en fait, tout est possible. Mais c'est juste en fait une image pour voir comment notre corps peut nous indiquer là où on aura plus de facilité, où on aura des aptitudes naturelles. Et ces aptitudes, ça se travaille aussi. Après, le sport, il y a plein d'exemples de sport dans le sport de sportifs qui ont brillé là où au niveau de leur morphologie, on ne les attendait pas du tout. Par exemple, alors excusez-moi pour la prononciation, Usain Bolt, avec sa grande taille qui est plutôt atypique pour un sprinter, et il a su transformer ce qui aurait pu être un handicap en un avantage pour être dans la propulsion pour aller plus loin. Mais dans le basket aussi, on va pouvoir, où normalement la moyenne est plutôt autour de 2 mètres, on va trouver des joueurs qui sont beaucoup plus petits, voire en dessous d'1,70 m, et qui pourtant arrivent à jouer à un haut niveau. Simplement parce que des fois, la petite taille, justement, ça peut permettre de devenir ultra rapide, agile, de pouvoir se déplacer très facilement, et ça peut être un véritable atout dans ce sport. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas la taille qui va tout faire, mais l'usage plutôt qu'on fait de notre corps. Le corps, il va nous donner un potentiel, mais on a la possibilité finalement de tout transcender. Il suffit simplement d'utiliser nos capacités, nos potentiels pour les mettre au service de l'action avec intelligence. Mais bon, notre corps ne s'est pas non plus modelé uniquement dans le but de choisir un sport ou un métier. Il s'est avant tout construit pour nous aider à accomplir notre mission de vie et à vivre sur Terre. Notre structure physique, elle est un peu comme une carte de départ, une base, un terrain sur lequel on va pouvoir explorer, créer et surtout évoluer. Et tout ça, c'est pas un hasard parce qu'en fait, c'est la vie qui s'est organisée comme ça pour répondre à une fonction. C'est ce qu'on appelle en biologie la fonction qui crée l'organe, et ça, on va le retrouver aussi dans l'évolution de l'espèce. Des organes ou des formes corporelles qui se développent ou qui disparaissent en fonction des besoins et des usages de génération en génération. Si on prend un exemple simple, pour voir plus loin en fait dans les savanes, pour avoir la possibilité d'utiliser ses mains ou pour courir plus longtemps, l'espèce humaine a commencé à se redresser. Résultat, le corps s'est adapté, c'est-à-dire que le bassin est devenu plus court et plus évasé pour permettre de stabiliser le tronc quand on marchait. La colonne vertébrale, elle a développé la double courbure au niveau des cervicales et des lombaires qui permet d'absorber les chocs quand on marche. Le gros orteil, lui, il est venu s'aligner avec les autres, ce qui facilite la propulsion vers l'avant pour pousser quand on avance. La voûte plantaire est devenue un peu plus rigide pour permettre la facilité pour marcher. Et tout ça, c'est des transformations génération après génération qui sont nées à la base d'un besoin fonctionnel. Et dans cette même logique où la fonction va influencer le corps, on va retrouver une approche qui est assez intéressante, qui a été développée dans les années 30 par un médecin français, Louis Cormand. En fait, il s'est appuyé sur des observations qui sont venues à la fois de la biologie, de la psychologie et de l'anthropologie, et il a mis en lumière quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il existerait un lien entre la morphologie notamment du visage, mais ça marche aussi pour le corps, et certains traits de caractère, ou en tout cas des modes de fonctionnement psychique. Et c'est là qu'est née ce qu'on appelle la morphopsychologie. La morphopsychologie, c'est donc une méthode qui cherche à mieux comprendre la personnalité d'une personne à partir de l'observation de ses traits physiques et notamment les traits de son visage. Elle part d'un principe simple, c'est que notre corps et donc surtout notre visage sont le reflet de comment on s'adapte à notre environnement. Ils exprimeraient en fait nos traits de caractère, nos modes de fonctionnement psychique et nos élans intérieurs. Alors concrètement, comment ça fonctionne ?
Très schématiquement, la morphopsychologie, elle va s'appuyer sur 3 grands éléments du visage. D'abord le cadre osseux, qui va nous donner les informations sur notre vitalité, notre force intérieure, notre manière d'aborder la vie. Par exemple, un visage carré, bien structuré, qui va être associé plutôt à quelqu'un de concret, de stable, de déterminé, avec un bon sens de l'organisation. Et puis ensuite, il y a ce qu'on va appeler les récepteurs, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche. Ces parties-là vont révéler plutôt comment la personne communique et interagit avec le monde extérieur, comment elle ressent et comment elle s'exprime, comment elle observe. Et puis enfin, il y a le modelé du visage qui nous renseigne sur le vécu, sur les émotions traversées, les adaptations au fil du temps. À tout ça s'ajoute une lecture du visage en fait en 3 étages où chacun correspondrait à un aspect de notre fonctionnement. C'est-à-dire que le haut du visage, le front, mais qui inclut aussi la partie des yeux, il parlerait plutôt de la pensée et de la réflexion. Le milieu du visage autour des pommettes et du nez, c'est plutôt la zone affective, nos émotions, notre manière d'être en lien avec les autres, alors que le bas du visage, mâchoire, menton, bouche, reflèterait plutôt notre instinct, notre volonté d'agir, notre capacité de passer à l'action. Alors, pour vous donner quelques exemples, par exemple une mâchoire marquée ou un menton bien prononcé, ça peut indiquer une personne volontaire, tenace, avec une bonne capacité à entrer en action, parfois même un petit peu combative. Un grand front bombé, par exemple, là on est plutôt sur une personne qui a besoin de réfléchir avant d'agir, qui est beaucoup dans l'analyse ou la planification. Un visage bien carré, comme on l'a vu, très structuré, va correspondre souvent à une personne terre-à-terre organisée, qui aime quand les choses sont concrètes et claires. Typiquement, on va retrouver ça chez des profils comme des chefs d'entreprise ou des gens très méthodiques, d'après leur approche. Évidemment, il faut garder en tête que la morphopsychologie, ce n'est pas une science exacte, c'est un outil d'observation, un support de lecture comme un autre. Elle ne remplace ni une évaluation psychologique ni une approche médicale. Il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases, surtout pas, mais plutôt de mieux comprendre les potentiels, les élans et les tendances naturelles d'une personne. C'est en fait juste une grille de lecture parmi d'autres grilles, et elle peut nous aider à mieux nous connaître, à mieux comprendre les autres, à partir du moment où on l'utilise avec du recul, discernement et surtout de la bienveillance. Encore une fois, le but n'est absolument pas de mettre les gens dans des cases. Il ne s'agit pas de coller des étiquettes, mais d'ouvrir des pistes, de proposer des clés de compréhension, des outils pour mieux se connaître. Ce sont des tendances, pas des vérités figées. Et surtout, il ne faut pas oublier une chose essentielle, tout évolue en permanence. Le visage, comme le corps, change au fil du temps. Il se transforme en fonction de nos expériences, de notre état intérieur, de notre histoire, de notre cheminement personnel. Au fond, notre corps, c'est un peu une carte vivante en mouvement permanent qui nous envoie des signaux sur nos forces naturelles, sur nos élans, sur notre manière d'être au monde. C'est un outil sur mesure, taillé spécialement pour qu'on puisse vivre pleinement notre expérience ici, qu'on puisse accomplir notre mission de vie quelle qu'elle soit. Il nous montre nos forces, nos potentiels, nos chemins naturels, mais surtout il est vivant et il est là pour coopérer avec nous. Alors justement, si notre corps peut être vu comme une carte vivante, eh bien c'est parce qu'il est en connexion constante à la fois avec ce qui l'entoure et avec notre monde intérieur. En fait, il agit comme un pont sensible et dynamique, toujours en communication, toujours en mouvement. C'est bien plus qu'un simple assemblage d'os, de muscles, d'organes. En fait, notre corps est un système vivant, intelligent, façonné par notre histoire, nos expériences, nos émotions, et surtout profondément aligné avec ce que nous avons à vivre. Il fonctionne comme une interface subtile, une porte d'entrée permanente avec notre intériorité, nos pensées, nos ressentis, nos intuitions, et aussi avec l'environnement extérieur qu'il perçoit et auquel il va réagir en permanence. Donc déjà, le corps est un capteur. Si vous vous souvenez, j'en avais un petit peu parlé dans les mémoires utérines, l'épisode précédent. Dès les premiers instants de notre vie, bien avant même notre naissance, notre corps va se mettre à capter des informations. Parce que pendant la grossesse, nos sens commencent à se développer. Le fœtus perçoit déjà son environnement. Il entend les sons extérieurs, il va ressentir les vibrations, il est sensible à la lumière, au toucher. Il perçoit même les émotions de sa mère à travers les variations hormonales, et puis le rythme cardiaque aussi, ou les tensions dans le ventre. Autrement dit, nous sommes en lien avec le monde bien avant d'y être complètement plongés. Et à la naissance, cette interaction sensorielle va s'intensifier. Nos 5 sens deviennent nos premières antennes pour percevoir, recevoir, filtrer ce que le cerveau va derrière interpréter. Toutes ces informations, en tout cas, qui nous entourent, ils captent tout. On pourrait presque dire que notre corps fonctionne un petit peu comme une grande antenne vivante ou comme un tableau de bord intelligent qui est rempli de capteurs capables de nous renseigner en temps réel sur ce qui se passe autour de nous. Et chaque sens a un rôle bien précis à travers ses récepteurs.
Les yeux, par exemple, captent la lumière, les formes, les couleurs, les mouvements. Les oreilles, elles vont percevoir les sons, les variations de ton, les bruits d'ambiance. La peau va percevoir, entre autres, la température, la pression, la texture, la douleur, la douceur. Le nez va détecter les odeurs présentes autour de nous. La bouche et la langue vont nous renseigner sur ce que nous avalons, sur les saveurs, sur les textures. Et tous ces capteurs sensoriels nous servent en permanence à décoder notre environnement. Et ces perceptions, elles sont précieuses parce qu'elles vont nous permettre de nous adapter, de réagir, de communiquer, de nous protéger, mais aussi de profiter pleinement de notre environnement et d'expérimenter et de créer une banque de données personnelles. Alors, je vous invite à vous référer à l'épisode sur le mental qui explique un petit peu tout ça. Et puis au-delà des 5 sens classiques qui vont nous relier à l'extérieur, notre corps est également équipé de récepteurs internes, et ce sont eux qui vont nous permettre de ressentir la faim, la soif, la douleur, ou encore certaines tensions physiques. Alors, ces signaux, ils sont souvent automatiques, instinctifs, mais ils jouent un rôle essentiel. En fait, ils nous informent sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour nous inviter à répondre à nos besoins de base ou à préserver notre équilibre. Par exemple, lorsque vous avez soif, ce n'est pas juste une sensation désagréable, c'est un message clair envoyé par votre corps, enfin par le cerveau qui passe par le corps en tout cas, pour vous signaler qu'il manque d'eau et qu'il faut rapidement agir pour éviter la déshydratation. De la même façon, une douleur ou une tension peut être un signal d'alerte, une sorte de drapeau rouge qui va nous pousser à ralentir, à faire attention ou à modifier quelque chose dans notre posture, notre rythme de vie ou notre environnement. Ces récepteurs internes sont donc des messagers précieux parce qu'ils participent à cette grande conversation silencieuse entre notre corps et notre conscience. Encore faut-il apprendre à les écouter. Mais notre corps ne se limite pas à capter ce qui est visible, audible ou mesurable. Il perçoit également des informations plus fines, plus subtiles qui vont échapper à nos 5 sens classiques, mais qui n'en sont pas moins réelles. Il vous est sûrement déjà arrivé d'entrer dans un lieu et de vous sentir soudainement à l'aise ou au contraire complètement oppressé sans aucune raison apparente. Personne n'a parlé, rien ne s'est produit, et pourtant quelque chose en vous a réagi. Alors ce sont des perceptions qui peuvent être liées à l'ambiance, à l'énergie d'un espace ou à la présence d'une personne, des ressentis immédiats, souvent difficiles à expliquer avec des mots, mais que votre corps lui reconnaît. Ces perceptions subtiles, parfois qualifiées à tort ou à raison, le débat n'est pas là, d'extrasensorielles, elles ne sont pas forcément abstraites ou flottantes. Elles passent bel et bien par le corps, mais pas à travers un organe spécifique comme les yeux ou les oreilles, mais à travers des sensations diffuses, comme un frisson qui vous parcourt l'échine, une pression dans la poitrine, une chaleur soudaine dans les mains, un ventre qui se serre sans raison évidente. Et ces signaux sont souvent les premiers indices d'une information qui ne vient pas du mental, mais d'un autre niveau de perception. Le corps va agir ici comme une antenne vivante, il va capter, traduire, relayer des données présentes dans l'environnement énergétique ou vibratoire, et il les manifeste sous forme de sensations physiques. Ce processus est ce qu'on appelle parfois la clairsentience, c'est-à-dire la capacité à ressentir dans son corps des informations invisibles, mais néanmoins présentes. Alors, certaines personnes sont naturellement plus réceptives à ces perceptions, elles ressentent facilement les énergies d'un lieu ou d'une personne sans qu'il soit nécessaire d'en passer par l'observation ou l'analyse. Mais en réalité, nous en faisons tous l'expérience, même si nous ne la nommons pas. Et plus on apprend à reconnaître ces manifestations, plus on peut affiner cette sensibilité et y être à l'écoute. Il ne s'agit pas forcément de croyances ou de phénomènes mystérieux. En fait, il s'agit simplement de reconnaître que notre corps, en plus de ses capteurs sensoriels classiques, est aussi un récepteur très fin à ce qui se passe autour de nous, même lorsque cela ne s'explique pas par la logique. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode sur les énergies. Notre corps, encore une fois, agit comme une interface vivante, il reçoit, il filtre, il traduit, et plus on apprend à reconnaître ces signaux subtils, plus on affine notre manière d'être en lien avec ce qui nous entoure. Mais notre corps ne se contente pas de capter uniquement ce qui vient de l'extérieur. En fait, il transmet en permanence les informations perçues par la peau, les muscles, les organes, les récepteurs sensoriels ou les énergies, vers le système nerveux central qui va les analyser et y réagir. Alors, parfois, cette réponse est immédiate et réflexe. Par exemple, lorsque vous touchez une surface brûlante, les capteurs de la peau envoient un signal d'alerte qui vous fait retirer la main sans passer par une analyse consciente et heureusement. Donc là, on est sur un réflexe, ça ne monte pas jusqu'au cerveau. Mais parfois, en fait, ça nécessite et ça demande un temps d'analyse et de réflexion un peu plus long. Mais le corps est aussi le reflet, l'expression et le messager de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il traduit, encode, manifeste en langage physique nos états mentaux, émotionnels et même inconscients.
Il est à la fois le miroir et le traducteur de notre monde intérieur. Chaque émotion ou pensée va laisser une empreinte corporelle. Par exemple, le stress va contracter les épaules, la peur peut nouer le ventre, la tristesse serre dans la poitrine, l'amour fait accélérer le cœur. Et tout ça, ce sont des signes visibles, des ressentis qui vont traduire ce qu'on vit intérieurement, parfois même sans en avoir pleinement conscience. En fait, le corps va parler là où le mental se tait, ou en tout cas là où il ne sait pas forcément encore. Du coup, il y a un échange constant qui s'opère entre corps, mental, émotion, inconscient. C'est un dialogue assez subtil qui est souvent en arrière-plan mais qui ne s'interrompt jamais. Le corps va recevoir des informations qui vont venir de nos pensées ou de nos états émotionnels et lui va les manifester sous forme de sensations, de comportements ou de réactions physiques. Et à l'inverse, le cerveau lui va analyser ce que le corps lui envoie et peut alors enclencher des réponses adaptées. C'est un peu un va-et-vient permanent qui forme une boucle de communication continue. Si on prend quelques simples exemples, par exemple une odeur de fumée va déclencher une alerte, va nous pousser à rechercher la source du danger et à agir pour se mettre en sécurité ou pour éteindre le feu ou pour alerter. À côté de ça, une odeur familière et agréable peut à elle seule faire naître un sourire et évoquer un souvenir réconfortant, la fameuse Madeleine de Proust. Un bruit soudain, par exemple, peut provoquer aussi un sursaut immédiat, le corps va réagir. Un aliment avec un goût désagréable alerte le corps qui pourrait peut-être être intoxiqué ou que l'aliment n'est pas adapté pour lui. En fait, toutes ces réactions, elles nous montrent que le corps est à la fois un capteur, un transmetteur et aussi un acteur. Donc contrairement à une vision ancienne et dualiste qui séparait l'esprit du corps, les sciences modernes reconnaissent enfin aujourd'hui, enfin depuis un petit moment déjà, que ces deux dimensions sont indissociables. Et la recherche en neurosciences, en psychologie et en biologie, elle va confirmer que chaque émotion, chaque pensée, chaque souvenir au final est associé à des modifications mesurables dans le corps. La variation du rythme cardiaque, de la respiration, des tensions musculaires, des sécrétions hormonales, etc. Et ce lien, il fonctionne dans les deux sens. En fait, il existe un véritable feedback entre le corps et l'esprit. Une pensée stressante, du coup, peut déclencher une accélération cardiaque, par exemple, mais à l'inverse, une respiration profonde, une posture ouverte, un mouvement fluide peuvent venir apaiser l'agitation mentale et calmer les émotions. En plus, de nombreuses études vont nous montrer que l'activité physique régulière a un impact direct sur le bien-être psychique. Elle améliore l'humeur, les capacités cognitives et elle favorise une meilleure gestion du stress et des émotions. Le mental ne flotte donc pas au-dessus du corps, il s'enracine en lui, il en dépend, en fait c'est une interdépendance et il se nourrit de son équilibre. Donc en gros, notre corps c'est un lieu de passage, d'expression et d'interaction entre toutes les dimensions de notre être. Il ne fonctionne jamais seul, il dialogue, il traduit, il reflète. C'est notre premier allié pour mieux nous comprendre, à condition, encore une fois, d'apprendre à l'écouter. Donc après, si le corps est en dialogue constant avec notre monde intérieur, nos pensées, nos émotions, entre autres, il est également en interaction permanente avec l'extérieur. Et avec l'extérieur, il ne se contente pas de recevoir et de traduire, en fait, il va réagir, il va s'exprimer, il va influencer et entrer en résonance avec ce qui l'entoure. En fait, il devient une véritable interface vivante, à la fois récepteur et émetteur, à la croisée de nos émotions, de nos relations et de notre environnement. Donc, comme on l'a vu avant, le corps agit comme un récepteur sensible, il capte en permanence les informations qu'il transmet au système nerveux central, où elles sont analysées, triées et stockées, à la fois de façon consciente mais également inconsciente. Et cette analyse va permettre au corps de générer une réponse aussi adaptée que possible à la situation. En fait, ça va permettre au cerveau de proposer au corps une réponse à donner à l'extérieur. Et ces réactions peuvent par exemple être de nature défensive, une tension musculaire, une crispation, un repli, une fuite, les gens qui se mettent à courir, ou au contraire plutôt, on va dire, positive, pour nous en tout cas dans notre bien-être, comme un relâchement, un sourire, une sensation de chaleur ou de plaisir, et elles s'ancrent profondément dans notre système nerveux. Par exemple, un danger qui est perçu va activer la réaction de fuite ou de lutte, avec une accélération cardiaque, une contraction des muscles, une hypervigilance. Au contraire, un contact doux et sécurisant peut déclencher une réaction de plaisir, un relâchement musculaire, un ralentissement du souffle, un sourire spontané. Un climat de tension ou d'hostilité, lui, par contre, va provoquer souvent une sorte de fermeture corporelle, avec les épaules qui montent, la respiration qui peut être courte ou bloquée, le regard qui peut d'un seul coup être fuyant. Mais ce qui est certain, c'est que cette réponse n'est jamais neutre. Elle est influencée par notre vécu, nos expériences passées, nos croyances, nos blessures, notre mémoire émotionnelle. Le corps devient du coup bien plus qu'un simple récepteur ou qu'un exécuteur, il devient l'expression vivante de notre monde intérieur
qui est façonné par notre histoire personnelle. Notre corps nous permet donc de nous ajuster à notre environnement, de réagir à ce qui nous entoure et de communiquer parfois sans un mot. À travers ces réactions, il va traduire à la fois ce qu'on ressent, la façon aussi dont on entre en relation avec le monde. Donc au final, notre corps nous parle constamment, et il parle aux autres constamment, il va exprimer nos intentions, nos émotions, notre positionnement relationnel, tout ça sans passer par les mots. Quand on parle de communication, on a souvent tendance à penser que ça passe essentiellement par le langage verbal, mais en réalité, plus de 80% de nos échanges passent par le langage corporel, ce qu'on appelle la communication non verbale, et ça constitue en grande partie notre façon d'interagir avec les autres, bien souvent à notre insu. Sur la posture, la gestuelle, la respiration, le tonus musculaire, le regard, l'intonation de la voix, ou encore la manière d'occuper l'espace, chaque petit détail va livrer des indices subtils sur notre état intérieur et influence profondément la perception que les autres vont avoir de nous. Ces signaux vont être perçus et interprétés quasi instantanément par nos interlocuteurs, bien souvent de manière inconsciente. Ils façonnent du coup la qualité de nos relations bien plus que les mots eux-mêmes. Et lorsqu'il s'agit de nos relations avec les autres, il est intéressant de constater que notre corps entre souvent en résonance avec celui de l'autre, de manière bien sûr totalement inconsciente. C'est ce qu'on observe dans les phénomènes de mimétisme ou de contagion émotionnelle, où sans même s'en apercevoir, on reproduit les postures, les expressions faciales, le ton de voix ou l'attitude émotionnelle de la personne en face de nous. Tout ça, c'est aussi aidé par les neurones miroirs. Et dans ces cas-là, il ne s'agit plus simplement de capter une information extérieure pour l'analyser et y répondre, mais une forme de synchronisation corporelle et relationnelle, on pourrait dire, spontanée et immédiate. Et on peut bien évidemment utiliser ce processus consciemment, et notamment il est utilisé dans les techniques d'écoute ou de communication. Mais la plupart du temps, il se produit naturellement et joue aussi un rôle essentiel dans l'instauration du lien empathique. En adoptant inconsciemment une posture ou un ton similaire à celui de notre interlocuteur, nous plaçons notre corps dans un état comparable au sien, et ce mimétisme envoie à son tour des signaux à notre propre système interne, ce qui va favoriser une compréhension plus fine de ce que l'autre ressent au-delà des mots. C'est aussi pourquoi, des fois, on se sent spontanément bien avec certaines personnes, que nos corps s'accordent, vibrent à un rythme compatible, souvent sans même qu'on puisse l'expliquer rationnellement. En fait, le lien se crée d'abord dans la chair, finalement, dans le langage subtil du corps et silencieux, et aussi dans les énergies, avant même que l'esprit ne prenne complètement conscience de la relation. Donc, comme on vient de le voir, le corps n'est pas un simple capteur passif, il ne se contente pas uniquement de recevoir des informations, en fait, il ressent, il réagit, il exprime, il communique. C'est un véritable acteur de notre vie émotionnelle, sensorielle, relationnelle, qui est en lien constant à la fois avec notre monde intérieur et avec l'extérieur. Et ces réactions vont se traduire par des postures, des gestes, des expressions, des comportements. Du coup, apprendre à lire ces signes, c'est quelque part mieux comprendre ce qu'on vit, mais aussi mieux comprendre les autres. Notre corps, c'est aussi notre moyen d'exister dans ce monde. D'accord ? Il va nous permettre de bouger, d'entrer en contact, d'interagir. Il va capter en permanence les signaux venus de notre environnement, mais il va en émettre tout autant, parce que ce corps, il parle, il a son propre langage, et c'est ce langage corporel qui devient passionnant à explorer et à décrypter, à condition bien sûr de rester prudent, parce qu'il n'existe pas de vérité universelle et absolue, mais si on prend le temps de l'écouter, notre corps a sans doute de précieux messages à nous transmettre. Et ce langage corporel, en fait, il y a plusieurs façons de l'écouter et de le décoder, et la synergologie, c'est une des approches pour tenter de le comprendre. La synergologie, en fait, c'est une discipline qui est assez récente, qui a été développée dans les années 90 par Philippe Turchet, et qui permet de décoder ce que notre corps exprime, sans passer par les mots. En gros, elle nous aide à lire les micro-signaux que l'on envoie tous, sans même s'en rendre compte, les gestes, les postures, les expressions du visage, les mouvements involontaires. En fait, l'idée de base, c'est que notre corps exprime souvent ce qui se passe à l'intérieur, parfois même sans qu'on en ait conscience. Et ça peut être utile pour mieux comprendre les autres, pour ajuster notre manière de communiquer, ou simplement pour repérer quand quelqu'un n'est pas tout à fait aligné entre ce qu'il dit et ce que son corps montre. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble ? Par exemple, c'est quelqu'un qui vous dit oui, mais qui secoue la tête en même temps. Ou bien il affirme avoir compris, mais il détourne très brièvement le regard. Des petits gestes, parfois une fraction de seconde, qui peuvent révéler un doute, une incompréhension, une gêne. Et ça, c'est l'intérêt de la synergologie, c'est d'observer ce que le corps exprime avant ou au-delà des mots. Un autre exemple qui est assez courant, c'est le sourire.
En fait, un vrai sourire sincère va faire bouger les coins de la bouche et les muscles autour des yeux. Quand seul le bas du visage sourit, on est souvent sur un sourire de façade sociale ou un sourire un peu forcé. Et ce genre de détail, ça peut changer complètement la lecture d'une situation. Mais attention parce qu'il n'y a jamais une seule interprétation possible. Un même geste peut vouloir dire des choses très différentes selon le contexte. Par exemple, quelqu'un qui croise les bras n'est pas forcément fermé ou contrarié, il peut simplement avoir froid ou chercher un peu de réconfort. Une personne qui se gratte le nez pendant qu'elle parle peut effectivement manifester un doute ou chercher à masquer quelque chose, mais il se peut aussi que juste son nez la démange. Encore une fois, le contexte va compter énormément. C'est pour ça que la synergologie ne cherche pas à juger ou à deviner des intentions cachées, elle va inviter plutôt à observer, à être attentif, à croiser les informations, un petit peu comme une invitation à affiner notre regard pour mieux lire l'autre, mais aussi pour mieux nous lire nous-mêmes au final. Et au-delà de notre gestuelle, de nos postures, notre corps nous livre d'autres informations. En fait, c'est un véritable livre ouvert, un livre qui raconte une histoire, la nôtre. Parce que chaque marque, chaque ride, chaque tension ou forme particulière va porter un petit bout de notre vécu. Un petit peu comme une carte vivante de ce qu'on a traversé, ce qu'on a ressenti, ce qu'on a été et ce qu'on est aussi. Si vous prenez les cicatrices par exemple, elles sont souvent visibles, parfois elles sont discrètes, mais elles disent quelque chose. Elles racontent une coupure d'enfance, une opération, une brûlure, un accouchement. Chacune d'elles, en fait, porte la trace d'un moment, d'un passage, parfois douloureux, parfois fondateur. Ce sont en fait des mémoires qui sont gravées dans la chair. Et puis il y a les rides aussi, celles qui viennent avec le temps, mais pas n'importe comment. Il y a les rides au coin des yeux. Vous savez, celles du sourire, celles qui nous disent qu'on a beaucoup ri, beaucoup regardé les autres avec douceur. Et puis il y a celle du front, un peu plus marquée chez certaines personnes, qui racontent peut-être les inquiétudes, les questionnements, les contrariétés répétées. Et c'est pas juste de l'âge, les rides, c'est du vécu. Le dos aussi, il va en dire long, un dos voûté qui s'effondre vers l'avant, qui peut parfois traduire une forme de repli, de protection ou de fatigue accumulée d'avoir trop porté sur son dos. A l'inverse, un dos droit, bien ancré, ça va dégager souvent de la confiance ou de la présence rassurante. En fait, on ne tient pas son corps de la même façon selon comment on se sent à l'intérieur. Et puis les mains, elles aussi, elles racontent. Des doigts déformés, usés, tordus, qui ne sont pas toujours la cause d'une maladie, parfois simplement le résultat de gestes répétés, d'un métier manuel, d'une vie de travail, un carreleur, une couturière, un jardinier. On lit tout ça en fait dans la forme de leurs mains. Ce sont des biographies silencieuses. Et puis évidemment, il y a les yeux. Les yeux, c'est un peu l'interface directe avec l'intérieur. Moi, je trouve toujours que c'est des fenêtres ouvertes sur l'âme. C'est à partir de là qu'on arrive à lire les gens. Et il y a quelque chose de vrai là-dedans, parce que des yeux brillants d'émotion, un regard qui fuit, les pupilles qui se dilatent, un regard fixe ou absent, on ne peut pas toujours le contrôler. Nos yeux, ils parlent souvent pour nous, et ça a été, en tout cas pour moi, une lecture très intéressante au moment du Covid, quand on était obligé d'avoir le masque. Mais notre corps raconte aussi des histoires beaucoup plus courtes, celles du moment. Par exemple, si vous avez la peau bronzée, on peut imaginer que vous avez passé du temps au soleil. Si vous avez des cernes, c'est peut-être que vous manquez de sommeil ou que vous traversez une période un petit peu de stress qui fait que vous avez du mal à vous endormir correctement. Une peau un peu terne, un moral en berne peut-être, des joues rouges, peut-être vous avez une émotion forte. Tout ça, ce sont des signaux, parfois très subtils, parfois très visibles, et notre corps s'exprime sur deux niveaux. Le court terme, donc ce qu'on vit sur le moment, et le long terme, qui est un peu ce qu'on a vécu, accumulé, traversé. Il est donc à la fois messager de l'instant et mémoire du passé. Et l'idée, c'est pas vouloir de juger ou d'analyser à tout prix, en fait, ça va être simplement de réaliser que notre corps n'est pas neutre, qu'il vit, qu'il parle et qu'il garde la trace de notre vie. Et peut-être que si on prend un petit peu le temps de le regarder autrement, le nôtre comme celui des autres, eh bien on pourrait découvrir une autre forme d'écoute, une écoute sans mots, une forme de présence, peut-être plus authentique, plus profonde, parce qu'au fond, tout ce qu'on n'a pas dit avec des mots, notre corps l'a souvent raconté pour nous. Et je trouve que dans une époque où on communique beaucoup, parfois trop, par les écrans, par les mots, par l'écrit, revenir à l'écoute du corps, du non-verbal, c'est presque une forme de présence, de connexion plus fine et peut-être aussi des fois plus humaine. Et si notre corps raconte notre histoire, en fait, il nous guide aussi, ici et maintenant dans notre quotidien.
En fait, il nous envoie sans cesse des signaux qui sont parfois subtils, parfois très clairs, pour nous aider à ressentir, à choisir et à agir. Alors, bien sûr, il réagit à nos émotions, hein, les poils qui se dressent quand une musique nous bouleverse, le cœur qui s'emballe face à une montée de stress, les larmes qui montent sans prévenir, tout ça on connaît. Mais il y a un niveau peut-être un petit peu plus fin, peut-être plus subtil, un niveau souvent inconscient ou subconscient, je ne sais pas trop comment on pourrait le classer, qui dépasse la simple réaction émotionnelle, ce qu'on va appeler l'intuition corporelle. En fait, le corps, dans ces moments-là, il va fonctionner comme une antenne vivante. Il capte des informations présentes dans notre environnement, même quand on n'en a pas conscience mentalement. Il va ressentir les choses avant qu'on ait eu le temps de les analyser ou de les comprendre. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé, un frisson soudain sans explication ou une boule au ventre en entrant dans une pièce, sans raison. Des picotements, une pression dans la poitrine, une chaleur dans le dos, ou au contraire une sensation de soulagement, d'ouverture, de légèreté, alors que en apparence il n'y a rien qui explique tout ça. Et bien, tous ces ressentis, on peut les voir comme des messages, des sortes de feux verts ou de feux rouges internes. Ce sont des réactions corporelles qui sont issues de notre mémoire profonde. Parce que notre corps, lui, il se souvient, il a enregistré au fil des années toutes nos expériences, les émotions, les ambiances, les réactions, les dangers évités ou les moments de joie. Et à partir de ces souvenirs, il réagit en fait. Il sait ce qui est bon pour nous ou pas. C'est une sorte de boussole intérieure, et parfois elle parle bien plus vite que notre mental. Si je prends un exemple, vous recevez une offre professionnelle et sur le papier, tout est parfait. Le salaire, le poste, les avantages, mais il y a comme une tension dans votre ventre, une sorte de gêne, un petit nœud que vous n'arrivez pas à ignorer et vous ne comprenez pas pourquoi. Et si vous choisissez de l'écouter, eh ben peut-être que vous réalisez quelques temps plus tard que ce poste n'était pas du tout aligné avec vos valeurs ou avec un équilibre de vie, celui que vous recherchez. Un autre exemple, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et la conversation est fluide, la personne paraît sympathique, tout semble normal, mais il y a quelque chose qui, en vous, vous restez sur le qui-vive et il y a quelque chose qui se traduit dans le corps, vous ne savez pas pourquoi. Et avec le temps, en fait, vous découvrez qu'elle n'était pas si bienveillante que ça. Et bien ce petit signal, ce doute, ce malaise, c'était votre corps qui avait senti, lui, quelque chose. Alors à l'inverse, évidemment, parfois on sent une détente immédiate auprès d'une personne qu'on ne connaît pas, ou une vague de chaleur quand on rentre dans un lieu, et c'est un peu comme si notre corps nous dit ici c'est bon, tu peux poser tes valises. En fait, l'intuition corporelle, ça peut nous être utile notamment pour prendre des décisions rapidement, même dans des situations complexes ou urgentes, de savoir si une personne ou un lieu est sécurisant ou non pour nous, de sentir si une opportunité est alignée avec ce qu'on est vraiment, et surtout d'affiner notre capacité à nous écouter et à nous connaître. Et ben, la clé, ça va être de ne pas chercher à tout comprendre tout de suite. Surtout ne pas étouffer les signaux en fait en voulant tout rationaliser absolument, à être dans son mental. Il faut simplement apprendre à les repérer, à les accueillir, à les respecter, parce qu'au final, notre corps ne nous mange jamais. Il nous parle, et même souvent, il a une petite longueur, voire une grande longueur d'avance sur notre tête. Et puis, il arrive parfois où le corps nous parle un peu plus fort parce qu'on n'a pas écouté avant, et c'est là que la douleur va rentrer en jeu. Alors la douleur, on la redoute souvent, on la fuit, on la cache parfois, on la fait taire à coups de médicaments, mais ce serait intéressant de changer un peu de regard sur la douleur. Si au final cette douleur n'était pas un ennemi, mais plutôt un messager, un signal, alors certes parfois fort et désagréable, que notre corps nous envoie pour nous protéger, nous alerter et nous guider. Parce que c'est en grande partie ce qu'elle fait. Quand vous vous tordez la cheville, c'est la douleur qui va vous empêcher de continuer à marcher normalement. Elle vous force à ralentir, à vous arrêter, à protéger la zone blessée, et sans elle, on risquerait d'aggraver la blessure encore plus. Donc là, vous voyez que la douleur, elle est quand même importante. Et de la même manière, si on a une douleur au dos, ben c'est elle qui va nous signaler qu'un certain mouvement ou qu'une certaine posture, un rythme n'est plus adapté pour nous. C'est donc aussi une forme d'intelligence corporelle. La douleur, elle va guider nos gestes et elle nous fera éviter les mouvements nocifs et nous poussera à prendre soin de nous. Elle est un peu là comme une boussole intérieure qui dit là c'est pas bon pour toi, il y a un déséquilibre, il faut que tu écoutes. Et puis parfois vous avez mal quelque part depuis des jours, et puis une autre douleur surgit, plus forte et plus soudaine, et tout à coup la première douleur s'atténue ou disparaît. C'est un petit peu comme si le corps ne peut pas tout gérer en même temps. Du coup il fait des choix et priorise. Il va concentrer son attention, son énergie sur ce qui lui semble le plus urgent à réparer. Un petit peu comme si le système nerveux disait ok, ça on verra plus tard, pour l'instant c'est ça qu'il faut traiter. Ça montre à quel point en fait la douleur peut être quelque part intelligente. Elle s'adapte, elle parle, elle oriente. Elle vous dit pas juste tu souffres, elle dit regarde ici, prends soin là, change quelque chose.
Et cette douleur, elle peut être physique bien sûr, comme une brûlure, un claquage, une tension dans la nuque, mais elle peut être aussi émotionnelle et parfois du coup les deux s'entremêlent. Un poids sur la poitrine quand on retient trop de choses, le ventre qui se noue face à un conflit ou une décision difficile à prendre, un dos qui lâche après une longue période de surmenage, comme si le corps, quand le mental refuse de voir ou d'entendre, prenait le relais. D'accord, ouais, tu veux pas écouter ce que tu ressens, pas de problème, moi je vais te le montrer. Et là, c'est souvent dans ces moments-là que la douleur devient une enseignante pour nous. Elle vient pas pour être soulagée, même si elle a besoin d'être soulagée, elle vient aussi pour nous rappeler une limite, une fatigue, un besoin qu'on a trop souvent mis de côté. Alors non, la douleur, c'est pas une fatalité, c'est une invitation à écouter, à ralentir, à regarder ce qu'on a peut-être oublié. Notre corps, nos émotions, notre rythme. Et du coup, le vrai défi, ça va pas être d'effacer la douleur à tout prix, ça va être de l'écouter, de se demander ce qu'elle vient nous raconter. Alors, bien sûr que soulager la douleur, c'est essentiel. On n'est pas là pour souffrir inutilement, ça c'est une évidence. Mais si on se contente de le faire trop vite, sans chercher à comprendre ce qu'elle nous signale, eh ben on peut peut-être passer à côté d'un message important. Parfois, c'est une alerte du genre t'es allé trop loin, t'as dépassé tes limites là. D'autres fois, c'est une invitation à ralentir ou au contraire à poser ses limites, à revenir à soi, ou encore un rappel que quelque chose a besoin d'attention, de soins, et peut-être depuis très très longtemps. Et puis parfois, la douleur n'est qu'un symptôme en surface, parce qu'en fait, le corps, en réalité, il fonctionne comme un tout, un système vivant et interconnecté. Et comme tout système, son objectif principal, c'est de maintenir l'équilibre, coûte que coûte, même si ça veut dire compenser, et même si cette compensation n'est pas parfaite ou devient avec le temps une source de dysfonctionnement. Si je prends un exemple simple, voilà, on se tord légèrement la cheville. Rien de grave, ça passe en quelques jours. Sauf que sans s'en rendre compte, en fait, votre corps modifie légèrement sa posture pour soulager la zone. Du coup, l'appui change, le bassin vient compenser, et puis la colonne prend un peu le relais, l'épaule se réajuste un petit peu, et puis quelques semaines plus tard, vous avez mal au dos. Et là, on traite une douleur lombaire, sauf que la véritable origine, elle remonte à cette entorse mineure. Le corps, il a juste fait son job. Il a trouvé une solution rapide pour continuer à fonctionner, même au prix d'un petit déséquilibre ailleurs. Autre exemple, vous avez souvent mal à la tête et vous prenez un antidouleur et ça passe. Cool. Sauf que ce que vous ne voyez pas, c'est que cette douleur, elle est liée à une tension digestive chronique. Et cette tension digestive, elle, est liée à un stress émotionnel qui s'exprime dans le ventre. Donc là encore, si on ne traite que la douleur de la tête, on reste à la surface et on risque de voir les douleurs revenir ou se déplacer. En fait, c'est le jeu des compensations. Le corps va toujours chercher un nouvel équilibre, quitte à déplacer le problème ailleurs. Et c'est pas une erreur de sa part, c'est une stratégie de survie, comme tout système, et il privilégie le fonctionnement global au confort local. En fait, c'est aussi pour ça que parfois, c'est difficile de guérir, parce qu'en fait, on soulage un symptôme sans aller voir ce qu'il cache. On traite la zone qui crie, mais pas celle qui souffre en silence. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que si on veut vraiment accompagner le corps vers un mieux-être durable, il faut parfois remonter le fil, suivre les signes, écouter les messages, et comprendre que le symptôme n'est pas toujours l'ennemi à abattre. Parfois, c'est juste un clignotant, un signal d'alerte qui nous dit hey, il y a un déséquilibre ailleurs, regarde un peu plus loin. Et si maintenant, derrière ces douleurs ou ces déséquilibres qui vont surgir parfois sans raison apparente, se cache quelque chose de plus profond? Alors, pas juste une tension musculaire ou un faux mouvement, mais une histoire. Par exemple, une émotion restée là, enfouie quelque part, ou un vécu qu'on n'a pas digéré, pas exprimé, et qui, au lieu de disparaître, s'est imprimé dans le corps. Jacques Salomé disait « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Autrement dit, quand on n'arrive plus à dire ce qu'on ressent, quand on garde tout à l'intérieur, c'est le corps qui finit par parler et parfois il crie. Et c'est souvent là que les douleurs chroniques, les troubles ou même certaines maladies se manifestent. Et si ces symptômes n'étaient pas des erreurs, et si en fait ils étaient des messages, des signaux pour nous éviter à regarder ce qu'on a trop longtemps mis de côté? C'est justement ce que certaines approches proposent d'explorer, le lien entre le corps, les émotions et le symptôme et notre vécu. On entre du coup dans une autre vision de la santé où la maladie ne serait plus seulement un dysfonctionnement, mais une expression. Alors déjà, quand on parle de maladie, de douleur ou de trouble, il est essentiel de se rappeler une chose, c'est que tout est lié. Le corps, le mental, les émotions, l'énergie, tout ça, ça ne fonctionne pas séparément. C'est un système vivant, connecté, en interaction constante. Souvenez-vous, dans l'épisode sur l'énergie en nous, nous avions vu que le corps physique était la couche la plus dense de tous nos corps énergétiques.
celles qu'on peut voir, toucher, soigner avec des médicaments ou une chirurgie, avec des choses qui touchent à la matière. Mais en fait, il est aussi en lien permanent avec les autres corps plus subtils, et notamment le corps émotionnel, qui reflète nos ressentis, nos émotions, ou encore le corps mental, qui accueille nos pensées, nos croyances. Et avant même que la maladie n'apparaisse dans la matière, en fait, dans les cellules, dans les organes, dans les tissus, elle a souvent laissé une trace ailleurs, dans notre corps émotionnel ou notre corps mental, parfois même dans la circulation de notre énergie vitale. Une émotion qu'on retient trop longtemps, qu'on refoule pendant des mois ou des années, va impacter notre corps émotionnel, tout comme d'ailleurs une pensée toxique, une croyance du genre je ne suis pas assez bien ou je n'ai pas le droit d'être heureux, si elle est répétée, va s'ancrer dans notre corps mental. Et comme tous ces plans sont interconnectés, cette information finit par circuler jusqu'au corps physique. Alors certes, ça peut prendre du temps, mais ça finit toujours par arriver. Plus un corps est dense, plus le processus est lent. C'est ce qui, pour moi, en tout cas dans mon idée, pourrait expliquer pourquoi certaines maladies se déclarent plus longtemps après le choc émotionnel ou la période de stress qui ne serait pas évacuée, puisque du coup le corps va mettre un peu plus de temps à traduire ce qu'il a traversé. Mais du coup, ce qu'on observe, c'est que la maladie n'arrive pas par hasard. Elle est souvent précédée de signaux invisibles et silencieux, comme une émotion persistante, un conflit non résolu, une pensée répétitive. Tout ça, ça laisse des empreintes, et quand c'est trop lourd à porter, quand le système ne peut plus compenser, le corps finit par parler. Du coup, et si la maladie n'était pas un hasard, si elle n'était pas une erreur de notre corps, mais une réponse intelligente à un choc émotionnel que nous n'avons pas su gérer autrement? Eh bien, c'est exactement ce que propose l'approche du décodage biologique, fondée en grande partie sur les travaux du docteur Hammer, qui était un cancérologue allemand, et ses 5 lois biologiques. Et cette vision, elle bouleverse notre manière de comprendre les maladies, parce qu'elle ne les considère plus comme des ennemis à combattre, mais plutôt comme des programmes de survie activés par notre organisme pour faire face à un événement difficile. Selon cette approche, toute maladie est déclenchée par un choc émotionnel intense, brutal et vécu dans l'isolement, et ces 3 points sont importants, qui n'a pas pu s'exprimer ou se résoudre sur le moment, et cela va provoquer du coup une réaction biologique précise dans l'organisme, chaque organe ou tissu touché correspondant à un type de conflit émotionnel particulier. Par exemple, les conflits de dévalorisation vont toucher souvent les os, voire dans les cas les plus profonds, la moelle épinière. Et dans cette lecture, chaque maladie va avoir un sens, elle va correspondre à une tentative d'adaptation face à un conflit émotionnel qui est trop fort. En fait, dans cette approche, le corps ne fait pas d'erreur. Il va agir symboliquement, il va biologiser le conflit émotionnel, et pour chaque type de ressenti, il y a une réponse biologique potentiellement logique. Le corps va agir pour nous aider à traverser l'épreuve, même si ça passe par une pathologie. Et la plupart du temps d'ailleurs, tant que le conflit est encore actif, on ne ressent pas forcément les symptômes. Et c'est justement quand la personne trouve une solution, qu'elle lâche prise ou qu'elle sort de la situation stressante que le corps entre enfin en phase de réparation. Et paradoxalement, c'est là souvent que les symptômes apparaissent. Les douleurs, inflammations, fièvre, tout ce qu'on appelle habituellement maladie, alors qu'en réalité, c'est souvent le corps qui est en train de se rééquilibrer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tombe souvent malade le week-end ou quand on est en vacances, une fois que la pression retombe et que le corps peut enfin se consacrer à la réparation. En tout cas, c'est une piste de lecture. Attention, il n'y a jamais aucune vérité absolue. Parce qu'en fait, tant qu'on est en tension, en mode survie, tout reste un petit peu envahi. Et dès qu'on relâche, le corps lui se met au travail et il nous montre ce qui ne va pas. Et ça peut passer par des symptômes qui en fait marquent le début d'un retour à l'équilibre. Alors, bien sûr, c'est un peu plus subtil et plus complexe que ça, car il arrive aussi que certains symptômes apparaissent pendant la phase de conflit et qu'au contraire, ils disparaissent à la phase de réparation. Ça va dépendre de pas mal de choses, et notamment de l'origine embryologique de l'organe concerné, et puis d'autres éléments. Mais bon, le but ici, c'est pas de rentrer dans les détails de la technique. Ce qui compte, c'est de bien saisir l'idée principale pour avoir une vision claire, et puis voir si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Et justement, pour vous aider à mieux comprendre cette approche du docteur Hammer, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un renard. Alors, on est en plein hiver et un renard affamé erre dans la forêt en cherchant désespérément de la nourriture. Ça fait des mois qu'il n'a pas mangé et il sent que là, ça devient vital pour lui de manger. Après de longues heures de recherche, il aperçoit enfin un lapin dans une clairière. Il va s'approcher discrètement, il bondit et là, il parvient à attraper le lapin. Il commence à manger, mais alors qu'il commence à le manger, il remarque soudain qu'il y a d'autres prédateurs affamés, eux aussi, qui recherchent de la nourriture, qui l'entourent et qui sont prêts à lui voler sa proie, voire à l'attaquer.
Et à ce moment-là précis, le renard il va se retrouver face à un dilemme vital. Soit il continue de manger tranquillement, mais du coup il risque d'être attaqué et tué, soit il abandonne sa proie, il s'enfuit, mais il meurt de faim. Et bah du coup, comme il avait deux options, il choisit la troisième option. On dit bien qu'un renard s'est rusé, il n'y a peut-être pas de hasard. Du coup, il avale à toute vitesse la patte arrière du lapin sans même la mâcher pour emporter au moins un morceau et essayer de se sauver un minimum. Et puis il quitte la clairière. Sauf que son estomac n'est pas du tout fait pour digérer un aussi gros morceau. Et la patte reste coincée dans l'estomac, ce qui met le renard en danger de mort au final. Et c'est là que la biologie va rentrer en jeu. Le cerveau comprend que la survie du renard ne dépend que d'une chose, digérer la patte de toute urgence. Il va du coup déclencher un programme de survie immédiat. Les cellules de l'estomac vont se multiplier massivement, elles vont produire beaucoup plus de suc gastrique, beaucoup plus puissant et beaucoup plus acide, et il va entrer dans une sorte de phase de superdigestion pour tenter de dissoudre et de digérer cette pâte le plus vite possible. Et c'est ce qui va arriver. Et une fois le danger passé, que tout redevient normal, le conflit biologique est résolu, le corps renvoie un message au cerveau en disant c'est bon, c'est résolu. Du coup, le cerveau dit ok, on n'a plus besoin des super cellules de digestion. Du coup, il les détruit, il les élimine, et le tissu revient à l'équilibre et l'estomac retrouve son fonctionnement normal. Eh bien, cette histoire, ça pourrait aussi être l'histoire d'un être humain. Sauf que chez nous, les pattes de lapin ne sont pas toujours physiques, voire même elles sont rarement physiques, ce sont plutôt des événements, des paroles, des situations qu'on vit comme indigestes. Une trahison brutale, une injustice profonde, une nouvelle qui est choquante qu'on n'arrive pas à avaler, plutôt à digérer, parce qu'avaler ça toucherait plutôt d'autres organes, un deuil qu'on ne digère pas, une humiliation. Alors, le cerveau, il ne fait pas la différence entre le réel et le symbolique. Il reçoit l'information comme une urgence biologique dans tous les cas. Il y a quelque chose à digérer et il faut faire vite. C'est impératif. Alors du coup, il va déclencher le même programme de survie que chez le renard. Il va ordonner à l'estomac de produire plus de cellules digestives pour digérer l'événement. Et si le conflit perdure, cette prolifération cellulaire peut provoquer une tumeur gastrique. Et pourquoi Pour aider à digérer l'événement trop lourd, trop brutal. Et tant que la personne est dans le choc, le programme reste actif. Et si elle parvient à digérer émotionnellement l'événement, grâce à une prise de conscience, une thérapie, un changement de regard, alors le conflit peut se résoudre. Souvent, il se résout. Et comme chez le renard, les supercellules n'ont plus lieu d'être et le corps va les éliminer. C'est la phase de réparation avec parfois des symptômes de guérison. Alors maintenant que je vous ai expliqué globalement les bases du décodage biologique selon le docteur Hammer, on va essayer de voir un petit peu maintenant l'approche de Salomon Selam, qui est aussi un médecin, et comment il s'en inspire tout en la complétant et en l'élargissant. Alors, déjà, Salomon Selam, en fait, il a longtemps travaillé à partir des lois biologiques du docteur Hammer, et il en partage les fondements, c'est-à-dire que l'idée qu'un choc émotionnel intense, vécu dans le silence, dans l'isolement, peut déclencher une réponse dans le corps. Qu'il existe un lien précis entre le type de conflit, la zone du cerveau activée, l'organe touché, jusque-là, ils sont globalement alignés. Mais là où Salomon Selam en fait apporte quelque chose de plus, c'est dans l'analyse du contexte global du patient. Parce que lui, il ne va pas s'arrêter seulement au conflit biologique avec un choc unique, il va regarder aussi ce qu'il appelle le terrain psycho-émotionnel. En fait, il pose cette question fondamentale, pourquoi cette personne-là, à ce moment-là, a réagi ainsi ? Par exemple, si une personne développe un eczéma après une séparation, Dr Hammer lui va parler d'un conflit de contact, de perte de lien. Et Salomon Selam, lui, il ira plus loin. Il va aller chercher dans le contexte du vécu qui entoure la maladie, mais aussi dans l'histoire personnelle de cette personne. Il va se poser la question, mais qu'est-ce que cette séparation vient réveiller ? Est-ce la première fois ? Est-ce qu'il y a eu un abandon dans l'enfance ? Un traumatisme dans l'histoire familiale autour de l'exil, de la coupure, du rejet ? En fait, ce que Salomon Selam nous dit, c'est que le corps ne réagit pas juste à un événement isolé, il réagit à un événement qui entre en résonance avec une histoire plus large. Et c'est là qu'intervient une autre dimension essentielle de son travail, c'est la psychobiogénéalogie. Parce qu'en fait, il montre que certains conflits, certaines maladies ne viennent pas seulement de notre vécu personnel, en fait, mais aussi de ce qui s'est transmis parfois inconsciemment dans notre lignée familiale. Souvenez-vous ce dont nous avons déjà parlé dans l'épisode sur le transgénérationnel. Du coup, une femme peut faire des fausses couches à répétition sans raison médicale apparente et découvrir en explorant son arbre généalogique que plusieurs femmes de sa famille ont perdu des enfants en bas âge.
ce qui n'a jamais été verbalisé ni vraiment digéré. Et ce programme invisible est un peu comme une sorte de fidélité inconsciente à l'histoire familiale qui s'exprime à travers son corps à elle. Et c'est ce qui explique à ce moment-là que la maladie n'est pas seulement une adaptation biologique et qu'elle est aussi parfois une tentative de réparation psychique ou transgénérationnelle. Voilà ce que Salomon Selam ajoute à la lecture du docteur Hammer, c'est-à-dire une profondeur psychologique au sens plus large du terme, une étude du contexte, de l'histoire de la personne et parfois également une exploration du transgénérationnel. Je vais prendre un petit exemple pour illustrer ça, une histoire qui va illustrer à la fois les grands principes du décodage biologique, mais aussi la richesse de l'approche de Salomon Selam dans ce qu'elle explore de plus profond, c'est-à-dire notre terrain émotionnel, notre histoire personnelle et parfois même ce qui ne nous appartient pas directement, mais qui s'est transmis à travers les générations. Voilà, c'est l'histoire de Claire qui a 42 ans, qui vit en couple depuis 15 ans, elle a 2 enfants, elle travaille à mi-temps chez elle comme graphiste. C'est une femme douce, tranquille, plutôt discrète. Elle aime bien son cocon, son chez elle, son appartement, c'est un petit peu son sanctuaire et son refuge. Et puis un jour, son beau-frère, qui est fraîchement séparé, leur demande en fait pour être hébergé quelques jours. Bien évidemment, Claire accepte. Elle veut faire bien pour lui, sauf que les jours passent, et puis 3 semaines plus tard, le beau-frère est toujours là. Et en plus, il laisse ses affaires traîner n'importe où, il met de la musique sans demander si ça dérange, il occupe la salle de bain à toute heure, enfin, rien de dramatique en apparence, sauf qu'à l'intérieur, Claire, elle commence à bouillir. Elle se sent envahie. Chez elle, ce n'est plus chez elle, mais elle ne dit rien, elle encaisse, elle veut éviter les conflits, préserver la paix avec son mari, donc en gros, elle prend sur elle. Et c'est là que son corps commence à enregistrer tout ça. Parce que ce qu'elle vit, ce n'est pas juste de l'agacement, c'est vécu comme une véritable intrusion dans son territoire. Un territoire qu'elle n'ose pas défendre avec des mots, alors que son corps, lui, va s'en charger à sa manière. Et comme on le sait, pour marquer son territoire, même si nous, on ne fait pas ça, en tout cas, on fait partie de l'espèce aussi animale, pour marquer le territoire, on urine. Donc dans ce cas précis, ce sont les voies urinaires qui vont réagir, comme si symboliquement la vessie se mettait en état d'alerte et renforçait un peu ses parois pour marquer le territoire, en tout cas protéger ce qui n'est plus protégé dans le territoire. Et tant que le conflit reste actif, et bien Claire, elle ressent rien, pas de symptômes, tout reste silencieux. Jusqu'au jour où elle explose. Une dispute éclate enfin avec son mari, elle exprime tout ce qu'elle a contenu, et le soir même, le beau-frère s'en va. Conflit résolu. Sauf que 2 jours plus tard, les premiers symptômes apparaissent. Brûlure, besoin fréquent d'uriner et douleur. Claire pense tout de suite à une infection urinaire et elle croit qu'elle tombe malade, sauf qu'en réalité, elle entre simplement en phase de réparation. Le corps qui avait modifié ses tissus pour protéger son territoire n'en a plus besoin et il désagrège toutes les cellules devenues inutiles. Et comme souvent dans cette phase, inflammation, fatigue, douleur. C'est un passage de retour vers l'équilibre. Sauf que c'est pas tout, parce qu'en allant consulter une thérapeute formée en psychosomatique clinique, Claire va découvrir quelque chose de plus profond. Elle comprend pourquoi cette situation l'a bouleversée bien au-delà de ce qu'elle aurait pu croire. En fait, elle raconte que dans son enfance, elle avait une mère très présente, très intrusive, avec laquelle elle n'a jamais vraiment appris à poser de limites. Et un père qui était souvent absent et qui lui disait toujours de ne pas faire d'histoire. Donc Claire a grandi avec l'idée que son espace ne lui appartenait jamais vraiment, qu'elle devait juste s'adapter, se taire et faire avec. Et en travaillant en plus sur son arbre généalogique, elle découvre un autre élément, c'est que sa grand-mère maternelle, pendant la guerre, avait vu sa maison réquisitionnée par les soldats allemands. Elle avait dû céder son lit, sa cuisine, sa chambre, et en fait sans jamais se plaindre en se taisant. Donc une mémoire d'intrusion, de dépossession était transmise sans mots, mais bien vivante dans le corps des descendantes. Et tout ça, Claire, elle l'a porté sans le savoir, jusqu'à ce que son corps dise stop. Voilà, c'est un petit peu ça que l'approche de Salomon Selam, regarder le symptôme non seulement comme une réponse à un conflit ponctuel, mais aussi comme la signature peut-être d'un terrain ou d'une fragilité émotionnelle, d'un vécu ancien, voire hérité, et qui va rendre la personne particulièrement sensible à certains événements. Et c'est souvent en se reconnectant à ces différents niveaux, c'est-à-dire le choc actuel, l'histoire personnelle, les mémoires transgénérationnelles, qu'un chemin de guérison peut commencer vraiment à s'ouvrir. Claire a guéri de son infection, bien sûr, mais surtout elle a commencé à poser des limites, à se choisir, à défendre son territoire autrement que par les mots du corps, et ça, c'est déjà une belle victoire. Une autre approche maintenant, une autre lecture, qui est parfois similaire, parfois complémentaire, parfois différente, c'est celle de Jacques Martel, qui est un thérapeute qui est connu pour son livre « Le grand dictionnaire des malaises et des maladies » que vous connaissez peut-être.
En fait, il explique que chaque maladie ou malaise est l'expression d'un conflit intérieur, souvent lié à un manque d'amour ou à des émotions non exprimées. Il insiste sur le fait que le vécu émotionnel, s'il est suffisamment intense, peut se transformer en symptômes physiques, ce qui nous rappelle un petit peu le décodage biologique ou l'approche de Salomon Selam. Et du coup, il va proposer des interprétations émotionnelles ou symboliques de chaque partie du corps et de chaque maladie. Selon lui, en fait, nos malaises et maladies sont des messagers, des signaux du corps pour nous alerter qu'une émotion, un conflit intérieur ou une pensée refoulée cherche à s'exprimer. En fait, l'idée est simple, c'est quand les mots ne sortent pas, le corps parle à sa manière. Et son travail va reposer sur 3 grands axes, c'est-à-dire observer les symptômes comme des indices et non pas comme des non pas comme des ennemis qu'on doit faire taire à tout prix. Explorer le vécu émotionnel qu'il y a derrière l'apparition du symptôme, c'est-à-dire ce que la personne a pu ressentir profondément au moment où tout a commencé, et décoder symboliquement le message du corps en associant chaque organe ou trouble à une émotion. Par exemple, la gorge avec une difficulté à s'exprimer, le foie avec la colère, ou encore le diabète à une tristesse profonde, ou un manque de douceur dans la vie, etc. En fait, c'est une lecture qui est peut-être plus simple, qui est souvent parlante, mais qui ne tient pas toujours compte de l'histoire individuelle globale. Alors, toutes ces approches, celles du docteur Hammer, du docteur Selam, de M. Martel, elles vont nous offrir des pistes, des clés de lecture, mais gardez bien en tête que ce ne sont jamais des vérités absolues. Mais des pistes de lecture du corps, en fait, il y en a d'autres. Par exemple, si on prend la médecine chinoise, elle va associer les troubles du foie à l'émotion de la colère. Tandis qu'en décodage biologique, on parlera plutôt d'un conflit lié à une peur de manque. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que le sens d'un symptôme peut aussi beaucoup dépendre de qui il touche. Par exemple, une blessure à la main ne va pas résonner de la même manière pour un musicien qu'un artisan ou quelqu'un qui n'utilise pas beaucoup ses mains au quotidien. De la même façon qu'une douleur à la cheville peut évoquer une difficulté à avancer ou à changer de direction, mais peut aussi révéler quelque chose de très personnel inscrit dans l'histoire de la personne. En fait, pour affiner la compréhension, une simple question parfois peut ouvrir une porte. C'est qu'est-ce que ce problème m'empêche de faire? Ou bien encore, qu'est-ce que ça m'autorise à ne plus faire? Ce qu'on appelle parfois un peu le bénéfice secondaire. Et ces réponses, elles peuvent apporter un éclairage qui est précieux sur ce que le corps cherche à nous exprimer, parfois bien au-delà du symptôme lui-même. En fait, ce qui compte avant tout, c'est de ne jamais fixer et de jamais figer le sens d'un symptôme. Chaque corps est unique, chaque histoire l'est aussi. Ces différentes approches ne sont pas des vérités absolues, ce sont juste des grilles de lecture. En fait, juste des outils que je vous propose, dont je vous parle, pour essayer de mieux comprendre ce que le corps peut chercher à exprimer. Mais comme tout outil, en fait, ils ont de la valeur que s'ils sont adaptés à la personne, à son vécu, à son contexte. Car la symbolique d'un symptôme peut varier selon aussi notre culture, notre éducation, notre sensibilité, et ce qu'il signifie pour l'un ne résonnera pas forcément de la même manière pour l'autre. En fait, comme le disait Gandhi, chacun a raison de son point de vue, mais il se peut que tout le monde ait tort. Et c'est pourquoi il est essentiel d'écouter avec bienveillance, de contextualiser et surtout de respecter l'individualité de chacun. Et bien sûr, n'oublions jamais que ces approches ne remplaceront jamais un avis ou un suivi médical. Elles proposent simplement un regard complémentaire, elles ne sont pas une réponse en elles-mêmes, ce sont juste des pistes de réflexion, et là j'insiste encore, c'est une autre façon d'entendre ce que le corps tente de nous dire à sa manière, mais ça ne doit jamais être pris comme une vérité absolue. Et puis face à ces approches, en tout cas ces lectures, la science, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit point sur lequel ça commence à rejoindre en fait certaines de ces intuitions, de ces approches, et notamment quand on parle un peu d'épigénétique. Alors l'épigénétique, c'est cette branche de la biologie qui va étudier comment notre environnement, nos émotions, notre mode de vie peut influencer l'expression de nos gènes sans en modifier le code pour autant. Autrement dit, ce n'est pas seulement notre ADN qui déterminerait notre santé, mais aussi la manière dont il est activé ou mis en veille en fonction de ce qu'on vit. Stress chronique, du coup, manque de lien, alimentation, événements marquants, mais aussi émotions refoulées, tout ça pourrait allumer ou éteindre certains gènes liés à la santé ou à la maladie. Entre autres, pour d'autres choses aussi, mais en tout cas, là c'est ce qui nous intéresse. Et ça rejoint du coup cette idée que le corps ne fait pas les choses au hasard, qu'il s'adapte, il réagit et qu'il tente de faire au mieux avec ce qu'il perçoit de notre réalité. En fait, l'épigénétique, elle nous rappelle que nous ne sommes pas figés par notre héritage, mais que nos choix, nos prises de conscience et nos modes de vie peuvent eux aussi avoir un pouvoir immense sur notre santé, même si, je vous l'accorde, ça ne fait malheureusement pas tout. Donc on vient de voir que nos maladies ne sont pas seulement
biologiques, qu'elles peuvent aussi être l'expression d'un vécu émotionnel, parfois même souvent inconscient, et parfois bien plus ancien encore. Le corps, en fait, garde la trace de notre histoire. Il devient à sa manière le réservoir silencieux de tout ce qu'on a vécu, ressenti, hérité. Il va enregistrer bien plus qu'on ne le pense, c'est-à-dire pas seulement les gestes ou les automatismes, mais il va enregistrer aussi les émotions, les blessures, les traumatismes. Il va posséder en fait sa propre mémoire qui est un peu distincte quand même de notre mémoire intellectuelle, même si elle reste liée, mais pour faire plus simple, voilà, on va dire que c'est un peu distinct. Cette mémoire corporelle en fait qui va faciliter le fait de se rappeler comment faire du vélo même après des années sans en faire. De conduire sans réfléchir à chaque pédale ou à chaque virage, c'est une mémoire qui va être profondément ancrée, une mémoire automatique, mais qui ne s'arrête pas là non plus, parce qu'elle garde aussi des empreintes émotionnelles de notre vécu. Un choc, un accident, un deuil, une agression, une situation de peur intense, même pendant la grossesse. En fait, ces événements peuvent rester inscrits dans notre chair, la position que le corps avait au moment où l'événement a été vécu. Et parfois, des années plus tard, notre corps va réagir encore. Une tension qui revient, un malaise face à une situation familière, une douleur inexpliquée, ou même encore une position qu'on prend et qui vient rappeler l'émotion. Comme si en fait le corps rejouait une vieille scène parce qu'il avait gardé le souvenir de cette scène. Mais ça fonctionne aussi pour les événements positifs qui ont offert de la joie et du plaisir, heureusement. Et cette mémoire corporelle, elle peut aller jusqu'à s'inscrire dans nos cellules un petit peu comme un programme silencieux. Et ce programme peut parfois se transmettre d'une génération à l'autre sans qu'on en ait conscience. En fait, des histoires non dites, des drames familiaux oubliés ou qu'on n'a pas pu exprimer, ont continué du coup à s'exprimer non plus à travers les mots, mais à travers les mots MAUX du corps. Et parfois, ces mémoires, elles vont suivre même des cycles précis et elles reviennent se manifester à des moments clés de la vie, ce qu'on peut appeler les cycles biologiques cellulaires mémorisés, comme je vous en avais déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent consacré aux mémoires utérines. Alors bien sûr, le corps ne fait pas tout seul. Il va interagir avec l'inconscient, le système nerveux, le mental, nos émotions, nos pensées, mais il devient à sa façon le théâtre de toutes ces mémoires. Une expression visible, parfois même criante, d'un vécu qui a été enfoui trop longtemps. Et ce vécu, il peut remonter bien plus loin que notre histoire personnelle. Donc comme vous voyez dans tous ces exemples, c'est que nos pensées, nos émotions, notre vécu, notre environnement vont façonner notre santé bien plus profondément qu'on ne l'imagine. Et parfois la maladie n'est rien d'autre qu'un signal, une tentative du corps pour dire regarde ce que tu as enfoui. Allez, il est temps de libérer ce qu'on n'a pas encore digéré. Et quand on commence en fait à écouter, on commence à ouvrir la porte à une autre forme de guérison. Et tout ça, ça nous invite à adopter une vision globale et plus nuancée. En fait, il ne s'agit pas de chercher une cause unique à tout prix, ni de tomber dans la culpabilité d'ailleurs en pensant qu'on crée notre propre maladie, qu'on est responsable et qu'on est même coupable, mais plutôt de comprendre que notre corps est un messager et que pour l'entendre, il faut tenir compte de toutes les dimensions de notre être. C'est un petit peu comme un pulse. Chaque approche, qu'elle soit symbolique, scientifique, émotionnelle, énergétique, peut nous apporter une pièce. Et c'est en replaçant ces pièces dans l'histoire unique de chaque personne qu'on peut commencer à espérer comprendre un petit peu plus le sens profond de ce que ça nous raconte. Et ce qui nous invite à faire au fond, c'est à ne pas s'arrêter aux apparences, à ne pas voir la maladie comme un hasard ou une simple mécanique, pareil pour la douleur, mais plutôt à l'écouter comme une porte d'entrée vers une histoire qui cherche à se raconter. Alors qu'est-ce qu'on fait de tous ces messages que le corps nous envoie ? Et bien le tout premier pas, ça va être d'apprendre à écouter son corps. Avant même de chercher un sens ou une explication, il s'agit simplement de reconnaître les messages qu'il nous envoie, observer, ressentir, être à l'écoute, parce que le corps, lui, ne parle jamais pour rien. Il commence toujours tout doucement en chuchotant, une petite tension, une gêne passagère, un creux d'énergie. Mais si on ne l'écoute pas, alors il finit par crier, par s'exprimer plus fort. Et souvent, quand ça pète, c'est qu'on a ignoré les signes depuis un bon moment. En fait, le corps, quoi qu'il arrive, finit toujours par avoir le dernier mot. Et pourtant, on nous a souvent appris à faire l'inverse. Ne pas se plaindre, ne pas trop s'écouter, ne pas se regarder le nombril. Résultat, on finit parfois par couper le lien qu'on a avec notre corps, on passe nos journées dans notre tête, dans le mental, et on oublie de descendre dans notre corps. On ne sent plus rien, ou alors trop tard. C'est pour ça qu'il est important de réapprendre à sentir, à être présent. Faire un petit scan corporel, prendre quelques minutes pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, où sont les tensions, est-ce que je sens mon ventre gonfler, mes épaules tendues, un vide dans la poitrine, ou au contraire une sensation de détente, de chaleur, de légèreté.
Tout ça, c'est pas être dans la bobologie, en fait, c'est pas se plaindre, c'est juste reconnaître ce que le corps vit. C'est lui accorder une place, c'est le considérer comme un partenaire, c'est le respecter. Parce que souvent, il nous parle, même quand on ne l'écoute plus. Il continue à exprimer ce qu'on ne met pas toujours en mots. Un stress, une émotion, des mémoires anciennes, un déséquilibre dans notre rythme de vie, dans notre alimentation, dans nos relations. Puis parfois, c'est pas une douleur, c'est juste un manque de souplesse, un inconfort diffus, une fatigue inhabituelle. Et là encore, il y a un message. Est-ce que c'est un appel à ralentir, une émotion mal digérée, un conflit intérieur, une situation qui ne nous convient plus, un changement à amorcer? En fait, le corps a toujours quelque chose à dire à condition qu'on prenne le temps de l'écouter. Juste quelques minutes, une fois par jour. S'arrêter, respirer, ressentir. Et c'est déjà un énorme pas pour renouer le lien et retrouver cette intelligence corporelle qui, elle, ne nous ment jamais. Mais attention, parce que du coup, dans cette écoute du corps, il y a aussi quelques pièges qu'il faut éviter. Parce qu'interpréter un ressenti, c'est pas toujours une science exacte, et c'est pas toujours clair ni toujours juste, et parfois on peut se tromper. Un des premiers pièges, déjà, c'est de tout prendre au pied de la lettre. Par exemple, on a une boule dans le ventre avant de parler en public. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas y aller? Est-ce que c'est de l'intuition? Non, pas forcément, c'est peut-être juste du trac, et ça, c'est tout à fait normal. En fait, le corps réagit, mais ça ne veut pas dire qu'il faut fuir ou éviter la situation à tout prix. C'est pas non plus parce que d'un seul coup j'ai mal à l'estomac qu'il y a quelque chose que j'ai pas réussi à digérer psychologiquement. Des fois, ça peut être simplement j'ai pas réussi à digérer physiquement. Mais ça peut vouloir dire complètement autre chose. Parce que souvenez-vous, il y a toujours plusieurs grilles de lecture possibles. Un autre piège, en fait, ça va être de confondre l'intuition avec la projection. Parfois, par exemple, on va ressentir un malaise avec quelqu'un, on se dit ouais, je le sens pas, donc il y a forcément un problème. Sauf que ce problème, c'est peut-être une vieille mémoire qui se réveille. Et cette personne vous rappelle inconsciemment quelqu'un de votre passé avec qui ça s'est mal passé. Et donc c'est pas elle le souci, c'est l'émotion non digérée qu'elle va raviver. Et puis il y a le contexte qu'on oublie souvent de prendre en compte. Un ressenti ne veut pas dire la même chose selon le moment où il arrive. En fait, si vous êtes mal à l'aise dans un groupe, est-ce que c'est lié à ce qui se passe autour de vous, ou juste parce que vous êtes fatigué, hypersensible ce jour-là, et que vous ressentez beaucoup l'énergie du groupe, ou alors vous êtes préoccupé par autre chose? En fait, notre état du moment va influencer énormément ce qu'on perçoit. Un autre piège fréquent, c'est de vouloir tout interpréter et tout analyser. Alors, on commence à écouter son corps et d'un coup, on guette le moindre frisson, la moindre tension, comme si chaque micro-signal devait absolument avoir un sens. Mais non, parce que un ressenti, parfois, c'est juste un passage, un état, et il n'a pas besoin d'être traduit tout de suite. L'idée, ça va pas être de transformer son corps en une énigme permanente qu'il faut absolument résoudre. Ça va être plutôt d'apprendre à observer en prenant du recul avec bienveillance, un petit peu comme on observe la météo, enfin on voit, et des fois ça passe, ça revient. En fait, l'idée c'est qu'à force d'observer, les choses vont devenir plus claires. Et puis il y a aussi ce piège un petit peu plus subtil, c'est de croire que le corps a toujours raison. Donc oui, le corps est un guide et oui, il ne ment jamais. Mais il ne décide pas non plus à notre place, ce n'est qu'une partie de l'information. On peut certes ressentir un inconfort et choisir d'y aller quand même, en conscience. Pourquoi? Parce que en fait, on sait que c'est important, parce qu'on sent que ça va nous faire grandir. Ce que je veux dire, c'est qu'écouter son corps, ce n'est pas lui obéir aveuglément, c'est apprendre à dialoguer avec lui, à l'entendre, à le comprendre, à le respecter, sans non plus le sacraliser, mais sans l'ignorer non plus. Au fond, c'est un petit peu comme dans toutes les relations. Plus on l'écoute avec justesse, plus elle devient fiable. Et plus elle devient fiable, plus elle peut vraiment nous guider dans les bons comme dans les moins bons moments. Alors, une fois qu'on a réussi à entendre ce que notre corps essaie de nous dire, en faisant attention à tous les pièges dont on a parlé, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce message? Eh bien, on agit. Alors, pas forcément dans l'urgence, mais en tout cas en conscience. Si ce que le corps nous révèle, c'est une blessure émotionnelle, un traumatisme ancien, un conflit non digéré, alors on peut commencer à travailler dessus. Parfois avec l'aide d'un thérapeute, d'un accompagnant pour libérer ce qui restait figé, parfois tout seul aussi. Si c'est un signal d'alerte, un ras-le-bol, une fatigue profonde, une situation qui ne nous convient plus, alors il est peut-être temps de ralentir, de prendre du recul, de faire des choix pour se respecter davantage. Et bien sûr, tout ça, ça n'exclut en aucun cas la médecine, bien au contraire, parce que même si l'origine d'un symptôme est émotionnelle ou énergétique, je parle bien d'un symptôme, pas forcément de la maladie, il peut y avoir des conséquences biologiques réelles, et il y a souvent même des conséquences biologiques réelles, et il ne s'agit pas de passer à côté d'un problème de santé important.
Travailler sur les causes, oui, mais aussi prendre soin du corps ici et maintenant de façon concrète. C'est important, rappelons-le encore une fois, le corps physique est le corps le plus dense et donc c'est le corps celui qui est ancré le plus dans la matière, donc il a aussi besoin d'être en contact avec la matière. Donc parfois ça veut dire consulter un médecin, faire des examens, soulager une douleur, soigner une inflammation, et c'est pas incompatible, au contraire, c'est complémentaire. Et puis au-delà de la réparation, on peut simplement prendre soin de son corps au quotidien et lui offrir du repos, de la douceur et du mouvement. On n'est pas obligé d'attendre que le corps crie pour prendre soin de lui. Donc ça peut être un massage, un bain chaud, une pause pour respirer consciemment, une marche dans la nature, un moment pour s'étirer, danser, chanter, ou simplement boire un grand verre d'eau en pleine présence. En fait, prendre soin de son corps, c'est ne pas attendre encore une fois qu'il aille mal, c'est le nourrir, c'est l'écouter, c'est le remercier. Parce que le corps a besoin de mouvement, c'est sa fonction première, et bien se mettre en action en lien avec le monde. Et ce mouvement, il peut être doux, il peut être léger, il peut être joyeux. On n'est pas obligé de faire un marathon. Marcher, bouger les bras, chanter, ça fait déjà bouger le diaphragme, ça fait déjà bouger le corps. Ou pratiquer simplement une activité qui fait du bien, comme le yoga, la danse, ou même juste respirer pleinement. Et n'oublions pas que le corps influence aussi notre esprit. On dit souvent que le moral agit sur la santé, et c'est vrai, mais l'inverse l'est tout autant en fait. Quand on redresse le dos, qu'on se tient comme si on était confiant, en forme, heureux, ben, le cerveau, lui, va recevoir l'info. Tiens, on dirait qu'on est heureux, donc du coup il suit, il recalcule, et puis ben, il envoie tous les messages au niveau des émotions, et on devient un peu plus heureux, en tout cas on travaille. Donc si le corps peut nous envoyer des signaux d'alerte, eh ben, il peut aussi nous envoyer des messages de force, de transformation. Il peut nous aider à aller mieux, à changer de direction, à écrire en fait un autre chapitre. En tout cas, je reste convaincu que si nous apprenions vraiment à l'écouter, notre corps pourrait devenir un allié précieux qui serait capable de nous indiquer à chaque instant ce qui est juste pour nous, ce qu'on devrait manger, à quel moment on doit se reposer. Euh, il n'a peut-être pas toutes les réponses, mais pour moi, il agit comme un décodeur sensible, une sorte d'interface entre notre monde intérieur et notre réalité extérieure. Et ça, c'est déjà intéressant parce que c'est peut-être la seule interface qu'on a réellement. Il nous alerte, il va nous guider, il nous signale quand ralentir, quand se reposer, ce qui fait du bien ou pas d'ailleurs. Il traduit ce qui se passe en nous bien avant que notre mental le comprenne. Alors plutôt que de lutter contre lui ou de l'ignorer, ben faisons équipe avec lui. Écoutons-le, respectons son rythme, prenons soin de lui, même si je sais que c'est pas toujours facile. Car il ne parle jamais pour rien, il peut aussi nous souffler des réponses parfois inattendues et des directions à prendre, et parfois même peut-être pourquoi pas un peu de sagesse. Alors si on devait retenir une chose de tout ce qu'on vient de parcourir, c'est peut-être ça. Le corps parle, tout le temps, même quand les mots manquent et surtout quand les mots manquent. Il ne parle pas pour nous punir, il parle pour nous guider, pour nous donner des informations. Il est cette interface subtile entre nos émotions, notre mental, notre histoire, nos énergies et notre réalité présente, notre environnement, notre matérialité. C'est un messager intelligent, il reçoit, il traduit, il exprime. Et plus on prend l'habitude de l'écouter, mais de vraiment l'écouter, plus il devient précis et plus ses messages deviennent clairs. Mais encore faut-il accepter de tendre l'oreille, de ne pas fuir la douleur ni de minimiser les tensions, et de se poser parfois les vraies questions. Qu'est-ce que je vis en ce moment? Qu'est-ce que je ressens? De quoi mon corps est-il en train de me parler? Parce que le corps ne ment pas, il n'a jamais tort. Il parle juste avec les mots qu'il a. Une crispation, une boule au ventre, une douleur récurrente. Mais si c'était un langage tout ça? Si au lieu de se demander qu'est-ce que j'ai, on se demandait plutôt qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça me raconte sur moi? C'est quoi le message que mon corps m'envoie? Parce que notre corps n'est pas un ennemi. Ce n'est pas non plus un simple outil à faire fonctionner. C'est un allié qui est fidèle, qui est souvent plus lucide que notre mental et souvent en avance sur notre conscience, en tout cas dans son expression. Alors que vous dit votre corps aujourd'hui? Prenez un instant, ressentez, respirez, et peut-être que doucement, il va commencer à vous répondre. Merci de m'avoir écouté.
J'espère que les réflexions partagées aujourd'hui vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour vous reconnecter à votre vraie nature et à votre potentiel d'être multidimensionnel. N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi, c'est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à me laisser un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, on peut apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que je ne détiens aucune vérité. Je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.